qu'en fait, le Bitcoin, déjà, c'est une création de l'État profond, entre guillemets. Je vous signale qu'il y a une grande partie des morts de Palestiniens qui ont été tués par des drones à reconnaissance faciale qui sont en capacité d'éliminer des lignées entières. Donc le livre, c'est un appel au réveil, à la révolte, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien sur Kate TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc-Gabriel Draghi. Bonjour. Bonjour Kate, merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. En plus, c'est la première fois que je vous reçois. Alors, je vais rappeler tout de même qui vous êtes. Vous êtes juriste, essayiste et auteur de plusieurs ouvrages, dont, entre autres, Le règne des marchands du temple, Le grand reset en marche et le dernier livre dont on va parler aujourd'hui qui s'intitule CBDC, une monnaie pour asservir l'humanité, publié chez K Éditions. Mais avant de commencer, chers spectateurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche, de mettre des pouces et de commenter. C'est ce qui permettra à cette vidéo d'être boostée. Et vous avez aussi, pour soutenir la chaîne, un lien Tipeee. Alors ensemble, on va parler sans surprise de monnaie, notamment monnaie numérique et plus particulièrement des CBDC. Mais j'aimerais vous poser une première question, Marc-Gabriel. Quel rôle, selon vous, jouent actuellement les banques centrales dans le marché financier ? Ah ben, il est moteur, même si, les banques centrales sont le pôle principal de l'organisation des marchés financiers, même si évidemment on a encore des banques commerciales qui ont un rôle prépondérant, puisque vous savez qu'on dit que l'argent scriptural est créé par les banques commerciales, en tout cas 90 à 95% de la masse monétaire est créée par les banques commerciales, mais ça ne se fait que par l'intermédiaire et la validation des banques centrales. Et pour être très synthétique et y aller très rapidement, on sait aussi que les banques centrales sont une émanation des banques commerciales. C'est-à-dire en fait, pour prendre le cas de la Réserve fédérale américaine, qui est la plus grande banque centrale, puisque le dollar est encore la monnaie mondiale, vous savez que c'est un consortium qui regroupe les plus grandes banques de Wall Street, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Et c'est elles qui influent sur les politiques monétaires, même si il y a un gouverneur qui est nommé par le pouvoir exécutif et notamment la Maison Blanche aux États-Unis, c'est un gouverneur qui en réalité est un représentant de ce consortium, donc d'intérêt privé, pour guider la politique monétaire américaine. Et ce modèle-là a été copié sur la Banque d'Angleterre, nous-mêmes la Banque de France en 1800, quand ça a été créé par Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte avait été mis en place par les banquiers de l'époque pour instaurer la Banque de France sur le modèle de la Banque d'Angleterre. Donc les banques centrales ont un rôle central, excusez-moi pour cette répétition, mais oui, évidemment, la question, je pense, est bonne, puisqu'en fait, on va voir que dans la mutation du système financier qui doit arriver et qui est planifiée, puisqu'en fait, on est dans une économie mondiale qui est endettée à des niveaux jamais vus presque dans l'histoire de l'humanité. Je rappelle fin 2024, on a dépassé l'endettement de plus de 100 000 milliards de dollars à la fin 2024, et en France, on va dépasser bientôt les 3500 milliards de dette publique mondiale, sans parler de la dette privée et du hors-bilan. Donc en fait, on est sur une montagne de dettes, un Himalaya de dettes, et le système financier mondial doit impérativement muter pour déjà garder le contrôle sur les populations et aussi organiser une meilleure concentration des richesses, puisque c'est un peu le rôle des banques centrales depuis maintenant 200-250 ans. Et je m'arrête là, mais oui, évidemment, les banques centrales ont un rôle moteur dans nos économies dites de marché. Et voilà. C'est bien entendu une introduction parce que là, on va y aller un peu progressivement pour les spectateurs qui nous suivent. Et moi, je dois dire que ce livre, d'abord, je l'ai apprécié. C'est un sujet qui est assez compliqué. Hier soir, alors au moment où on enregistre là cette émission, hier soir, j'ai fait un direct, dimanche 23 novembre, où j'ai invité des acteurs du changement. On a parlé de crypto, on a parlé de l'or, de l'argent, on a parlé aussi de la monnaie numérique. Et c'est vrai qu'on se disait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce secteur-là, parce qu'effectivement,
traiter un sujet qui est un peu difficile à comprendre en tout cas. Hein. Et je dois dire que votre livre est très bien détaillé et on va le voir. Il fait quand même plus de 300 pages. Il y a 29 chapitres. Mais en fait, vous revenez du début de la monnaie, donc il y a comme ça un pan historique, vous débutez comme ça, et puis après, on y va progressivement. Donc bien sûr, l'intérêt, c'est d'acheter votre livre, mais là, on va essayer de faire un condensé, en tout cas, de ce que vous dites sur les CBDC. Et d'abord, la CBDC, vous dites, selon la définition de la Banque de France, que c'est une nouvelle forme de monnaie émise par une banque centrale sous un format dématérialisé. Alors, c'est quoi la différence entre une monnaie numérique et une crypto-monnaie? Alors une monnaie numérique de banque centrale, le principe c'est les deux se reposent sur une technologie qui est une réelle révolution technologique qui a émergé à la fin des années 2000 qui s'appelle la blockchain, la chaîne de blocs en bon français. Et en réalité, vous avez les crypto-monnaies dont la première est le modèle de référence et le Bitcoin qui a émergé en 2009 via Satoshi Nakamoto et on va dire un mouvement cypherpunk américain qui a repris des éléments technologiques développés par la National Security Agency au milieu des années 90 et il y a eu plusieurs tentatives en fait de créer une monnaie pour l'internet via la fonction de hachage SHA-256. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en fait, c'est un élément de base de code qui visait à transposer les pratiques du système financier et de l'économie analogique entre guillemets sur le monde, dans le monde de l'internet. Donc une crypto-monnaie se base sur une blockchain, voilà, mais une blockchain qui est publique, qui est dite publique, c'est-à-dire pleinement transparente. Voilà. Donc ça, c'est pour les crypto-monnaies. Et sur cette blockchain, pour permettre la validation des nœuds et le fonctionnement de la blockchain, vous avez un jeton qu'on appelle un token. Et par exemple, pour la blockchain Bitcoin, le token c'est le Bitcoin. C'est cette fameuse crypto-monnaie. Après, le Bitcoin a eu des sœurs et des enfants, on va dire. Donc il y a Ethereum, il y a Solana, il y en a pléthore. Il y a Il y aussi en a plein. des meme Mm. coins, voilà, le Dogecoin, etc. Les crypto-monnaies sont du code, pour faire simple. Alors après, on pourrait rentrer dans le détail parce que la blockchain Ethereum et la blockchain Bitcoin ne sont pas les mêmes. Il y a des opérations de préminage pour la plupart des crypto-monnaies qui sont sur le modèle d'Ethereum. Et par exemple, pour le Bitcoin, il n'y a pas eu de préminage. C'est-à-dire, en fait, vous avez une, comment dire, une création presque divine comme ça de 21 millions de bitcoins qui ne bougera pas et qui est en train de se faire miner au fur et à mesure. Il y a plus ou moins de temps pour miner les bitcoins, mais le bitcoin se veut un peu comme de l'or numérique. Il y a deux types de crypto-monnaies, on va dire deux grands modèles. Il y a le bitcoin et l'ethereum. Et les crypto-monnaies sont utilisées par des communautés en fait. Ce qui est très important dans les projets crypto, c'est la communauté. Donc la communauté Bitcoin, la communauté Ethereum, la communauté Solana, etc. Donc la plupart du temps, ça peut aussi créer des problèmes parce qu'en fait, il y a des projets qui sont plus ou moins bien ficelés et en fait, c'est tout simplement des grosses arnaques et des grosses escroqueries. Alors après, je reviendrai sur le Bitcoin et Ethereum après, mais et pour faire la comparaison avec les monnaies numériques de banque centrale, c'est que les monnaies numériques de banque centrale déjà euh, se basent dans la construction de leur élaboration et dans leur récit d'instauration pour les populations, elles se basent sur l'émergence des crypto-monnaies. Les banques centrales ont pris prétexte de la montée en puissance des cryptos, notamment depuis la crise sanitaire de 2020 pour dire, bah, vous voyez, là, les crypto-monnaies menacent le fonctionnement des monnaies scripturales et des monnaies fiat classiques. Il faut que nous, banques centrales, nous prenions ce problème en main et qu'on élabore un outil qui réponde à la demande des populations. Tout ça, c'est faux. Hein. Ça, c'est un narratif qui est construit de toutes pièces, puisqu'en réalité, les banques centrales s'intéressent au Bitcoin avec des rapports officiels de la BRI, donc de la Banque des règlements internationaux, ou de la Banque centrale européenne, depuis 2011, voire 2012. Donc en fait, au tout début de l'émergence des crypto-monnaies, c'est-à-dire il n'y avait même pas 1% de gens au sein de l'Union européenne qui utilisaient le Bitcoin.
Voilà. Donc tout de suite, les banques se sont emparées de ce sujet pour dire c'est l'avenir de la finance, il va falloir travailler là-dessus. Et donc la grosse différence, c'est que pour des monnaies numériques de banque centrale, on aura a priori, on a pour la monnaie la plus développée actuellement, c'est le yuan numérique. Ce sont des blockchains privées, c'est-à-dire le gouvernement et les institutions publiques ont un regard complet sur la blockchain, mais par contre, quand vous allez chez votre boulangère ou je sais ou n'importe quoi, vous allez faire vos courses, quand vous payez, le magasin n'a pas une visibilité de l'intégralité de votre compte bancaire. Ça c'est une blockchain privée. Et par contre, pour Bitcoin, toutes les transactions sont traçables et ça c'est fondamental parce qu'en fait, la blockchain permet la traçabilité complète. Alors certains parlent de transparence et c'est de la transparence de fait, mais c'est surtout que ça permet la traçabilité. Et par contre, pour les crypto-monnaies et Bitcoin, c'est public, c'est-à-dire tout le monde peut le voir. Tout le monde peut voir ce qui se passe sur la blockchain Bitcoin. Et c'est les deux gros éléments de différence. Voilà. Est-ce que c'est ce qui explique que quand le Bitcoin est arrivé sur le marché, il a été mis très en avant? Alors vous avez parlé des origines japonaises, mais est-ce que finalement c'était un outil aussi peut-être pour contrôler la population? On voit bien qu'aujourd'hui le Bitcoin s'effondre. Alors ça c'est une de mes premières questions, et aussi vous parlez de religion New Age Bitcoin. Qu'est-ce que ça signifie aussi? Alors en fait, dans le livre, j'explique bien que le Bitcoin, alors ça c'est ma grande thèse, et elle est de plus en plus partagée par certains analystes à l'international, c'est qu'en fait le Bitcoin, déjà c'est une création de l'état profond, entre guillemets, c'est une création. Alors évidemment, on ne connaît pas le réel créateur du Bitcoin, la légende ou le grand récit nous explique que c'est Satoshi Nakamoto, mais en réalité, on voit qu'il y a des liens très important avec des membres, soit des services de renseignement américains, ou soit d'entreprises très liées avec le renseignement américain. Là, actuellement, d'ailleurs, Palantir, on parle beaucoup de Palantir, mais Palantir, en fait, est une société créée par le fonds de pension de la CIA qui s'appelle InQtel, et les premiers contrats qui ont permis à Palantir de vivre et de se structurer et d'exister, ce sont des contrats via les services de renseignement. Et pour revenir au Bitcoin, la technologie du Bitcoin, c'est un code qui s'appelle le SHA-256, qui est open source. Officiellement, il est open source, ça, il n'y a pas de souci. Mais en réalité, l'entièreté de la technologie Bitcoin et les sources, comment dire, la construction de l'outil a été produit par des services de renseignement et notamment la NSA américaine. Voilà. Et le Bitcoin apparaît à un moment, je pense que vous vous en souviendrez, Kate. En fait, l'émergence officielle du Bitcoin, c'est 2009. Et 2009, c'est quoi? On est en plein dans la crise financière où il y a un mouvement de révolte contre les banques. Et notamment aux États-Unis, pour ceux qui s'en souviennent, c'était Occupy Wall Street. Nous sommes les 1%. Il faut détruire ce système qui nous emmène, qui nous vole, et au final, c'est too big to fail. On fraude, on vole, mais on est trop gros pour tomber. Donc nous, on va pas en prison. Voilà. À part deux, trois boucs émissaires comme Jérôme Kerviel et quelques têtes d'arrière zone, pour ne pas dire seconde zone ou troisième zone, aux États-Unis qui ont fait de la prison, mais qui n'étaient que des employés comme Jérôme Kerviel. Donc en réalité, il y a eu une émergence aussi de prise de conscience politique sur le rôle des banques centrales, sur la création monétaire. Il y a des gens qui ont commencé à se reposer les questions sur comment on crée l'argent. Et donc du coup, le Bitcoin, il arrive à ce moment-là où en fait, il dit « Oh mais là, il y a une solution ». Dans une période de crise où les gens ont plutôt l'habitude d'aller vers l'or et l'argent, pour faire simple, hein, pour l'or ou l'argent, parce qu'en fait on sait que c'est la monnaie de papy mamie et qui est une monnaie, c'est la vraie monnaie comme le disent Milton Friedman ou JP Morgan en son temps. L'or et l'argent sont les vraies monnaies. Depuis 1971, il y a eu une décorrélation de la création monétaire, notamment avec Nixon, avec son discours du 15 août 1971, où on a décorrélé la création monétaire, notamment le dollar qui était la monnaie mondiale, avec les réserves et les stocks d'or. Et en 2008, on s'est posé la question du jusqu'où ça va nous emmener. C'est-à-dire les banques centrales créent les dettes et après nous asphyxient et c'est les États qui payent. Donc, est-ce qu'on ferait pas mieux d'arrêter ce système? Et étrangement, il y a eu cette révolution Bitcoin, un peu comme l'évangile ou comme le Coran qui descendrait du ciel, vous voyez. Il y a eu une révélation où il y a un outil extraordinaire,
qui est inventé par le prophète nippon Satoshi Nakamoto, et on nous dit c'est ça l'outil du futur. Au tout début, les bitcoiners promettaient un avenir où, je le rappelle maintenant parce que ça fait doucement rigoler, mais le bitcoin devait détruire les banques centrales, les monnaies fiat, voilà. Bon, maintenant, 15 ans après, on en rigole parce qu'en fait, maintenant, le cours du bitcoin est géré par BlackRock. Enfin, il a été mis complètement, voilà, il est chapeauté par Wall Street et il n'est plus du tout question de détruire les banques centrales. Donc juste, je me suis un peu égaré, j'ai fait des digressions pour répondre à votre question. Le Bitcoin en fait apparaît à un moment où il est nécessaire pour Wall Street, la City et en fait la finance internationale de remodeler et de restructurer un système qui leur permette déjà de calmer un petit peu les peuples pour soustraire leurs responsabilités et aussi leur permettre de continuer à concentrer la richesse de manière concrète et efficace. Et on va le voir, la blockchain, les smart contracts et ce que Larry Fink, patron de BlackRock, appelle la tokenisation des actifs, c'est-à-dire la mutation du système financier international, ne peut être permis que grâce à la blockchain, la technologie blockchain, et in fine aux monnaies numériques de banque centrale qui répondent aussi à d'autres problématiques. Vous savez qu'on est depuis 2020, on est en train d'élaborer une architecture du monde numérique, la grande cage numérique, le panoptique numérique avec les passes sanitaires, le Green Pass qu'on a tous connu en 2020-2021, l'identité numérique qu'on essaye de nous forcer à adopter. Il y a quelques jours, le gouvernement a communiqué sur la carte vitale. Vous devez tous maintenant avoir la carte vitale sur le téléphone pour pouvoir vous identifier plus efficacement chez le médecin. Et en fait, les monnaies numériques de banque centrale permettraient comme en Chine d'ailleurs, Christine Lagarde, le modèle de l'euro numérique, c'est l'yuan numérique, comme en Chine, permettrait de clore et d'instaurer un système de crédit social. Donc en fait, le Bitcoin, il a servi surtout de point de départ au narratif de construction des monnaies numériques de banque centrale, mais surtout de mutation du système financier traditionnel. Alors, au-delà de servir peut-être de crédit social, et on va voir parce que c'est l'une des raisons, et c'est pour ça que vous dites que c'est une monnaie, la monnaie numérique est là pour asservir l'humanité, mais pour faire ce parallèle-là entre l'arrivée du Bitcoin juste après la fameuse crise de 2008, nous aussi on est en pleine crise, on nous annonce un chaos, un gouffre financier en ce moment. Est-ce que finalement les banques centrales veulent créer cette monnaie numérique pour effacer les dettes publiques? Est-ce que c'est aussi une des raisons? Tout à fait. Mais évidemment, en fait, la dette, c'est une arme psychologique. Vous voyez bien que on m'aurait dit en 2008 que la France aurait 3 500 milliards de dettes publiques et que l'État continuerait à payer les fonctionnaires malgré tout. Euh, Peu d'experts l'auraient prédit. En réalité, la dette, c'est une arme psychologique qui vise à imposer des programmes politiques. On vous dit, ah mais vous faites ça. Alors évidemment, les pays africains savent de quoi je parle, parce qu'en fait, la dette du tiers-monde, elle a toujours servi à ça. Vous êtes endetté, vous êtes structurellement endetté, on vous crée votre monnaie, par exemple pour le cas du franc CFA, longtemps dans l'Afrique de l'Ouest, même si maintenant il a changé de nom. Et vous allez voir le FMI, il y a des plans de restructuration, et on vous impose de mettre en place ça, privatiser certaines richesses, certaines sociétés. En fait, la dette, que ça soit pour les pays d'Afrique, j'ai un chapitre dans mon premier livre qui s'appelait l'Afrique, c'est l'avenir du monde. En fait, c'est l'état dans lequel se trouvent la plupart des pays africains, c'est ce qui doit être on va dire homogénéisé au niveau mondial. Et là, on le voit en Europe. En fait, la dette, elle sert à imposer des programmes politiques. On vous dit, bah non, on peut pas faire ça. Là, les hôpitaux dans chaque ville-préfecture, non, c'est fini. Les services d'urgence, c'est fini. On n'a plus assez de moyens. Elle vise à imposer un programme politique, à privatiser les ressources naturelles, les sociétés qui fonctionnent. Et comme vous l'avez très justement dit, les monnaies numériques de banque centrale vont permettre, si elles sont instaurées, parce que dans l'Union européenne, là, il y a quand même des cafouillages et c'est un peu compliqué Et repousser à chaque fois. ça, sur le développement réglementaire. On voit qu'il y a aussi des hostilités à l'intérieur même du système, parce que les banques commerciales ne sont pas totalement d'accord avec le projet de la Banque centrale. On y reviendra peut-être après. Mais en fait, l'objectif, c'est évidemment de prendre en main ce problème de la dette, de la réduire quand il y a besoin de la réduire, parce qu'en fait avec une monnaie numérique programmable, ce n'est pas en fait, je l'explique dans le livre, monnaie c'est juste un nom. La monnaie numérique programmable n'est plus une monnaie. C'est-à-dire en fait l'euro numérique ne sera plus une monnaie. La différence entre
la monnaie scripturale électronique, parce que certains me disent, bah oui, mais moi, mon salaire, il est déjà sur mon compte, tout est déjà numérisé. Je paye avec ma carte bleue mon pain, j'ai plus de pièces de monnaie. Mais en réalité, la monnaie numérique programmable changera tout, puisqu'en fait, la monnaie perdra son caractère de fongibilité. C'est-à-dire, quand vous avez au fond de votre poche 1 euro, vous l'échangez avec votre fille, votre mari, les 10 euros, vous l'échangez avec un autre billet de 10 euros, ça a exactement la même valeur. Même si le billet il est un peu corné, il est un peu déchiré, même si vous avez fait une rature, vous avez raturé Lagarde, vous avez remis Draghi, le billet il a la même valeur. Et avec la monnaie numérique de banque centrale, le caractère fongible de la monnaie tombe. C'est-à-dire en fait, ce sera les 500 euros ou allez, je suis gentil, je suis un banquier central, je veux faire plaisir à Kate, je lui donne 10 000 euros sur son compte, mais ce sera les 10 000 euros de Kate et je lui allouerai une fonction. Vous n'aurez le droit d'acheter peut-être que des pâtes avec les 10 000 euros. Ou parce que il faudra respecter, par exemple, votre crédit environnemental. Vous n'aurez pas le droit de partir en vacances. Vous vouliez faire une croisière au bord de la Méditerranée, bah non, vous avez dépassé votre score environnemental. Ou je dis n'importe quoi, vous faites des vidéos subversives sur Internet, donc vous avez un mauvais comportement. Votre score a baissé, bah vous n'avez pas le droit d'utiliser vos euros pour prendre un billet de train, par exemple, et vous rendre à une organisation, une manifestation avec d'autres médias. En fait, ce que je veux dire, c'est que la monnaie, on change totalement de paradigme et de cadre civilisationnel. La monnaie a structuré les cités, les États, les nations et les empires. La monnaie classique, au sens classique du terme, on va dire globalement 2500 ans, 3000 ans, comme le disait Aristote, c'est en fait la monnaie, c'était le morceau de métal précieux estampillé par la cité avec la tête du roi ou la tête de l'État ou qui battait monnaie. Et il avait une valeur intrinsèque, il servait de mesure et d'intermédiaire, mais il avait une valeur intrinsèque. Et avec la monnaie numérique de banque centrale, on passe au code. C'est-à-dire en fait la monnaie, donc en grec c'était nomisma, qui vient de la loi, c'est-à-dire en fait c'est le souverain qui disait à son peuple pour échanger vous utilisez ce petit bout de métal précieux. On change et en fait, alors déjà il n'y a plus de souverain maintenant. En fait le souverain c'est une espèce d'institution indépendante qui est sous la tutelle des marchés financiers, même dans le cadre de la Banque centrale européenne, qui est une entité sui generis, qui est financée par les autres banques centrales. Bon, c'est un peu compliqué, mais en réalité, les banques centrales, même une banque centrale indépendante comme celle de la BCE, est sous tutelle des marchés financiers. On le voit tous d'ailleurs. Il suffit de voir les discours de Christine Lagarde. Et en réalité, on va passer de la loi, c'est-à-dire du souverain qui donne cours légal à sa monnaie, aux petits morceaux de métal précieux ou à vos billets en papier qui sont quand même plutôt difficiles à reproduire. Même si vous avez des billets de Monopoly que vous dessinez dessus, c'est quand même assez compliqué de refaire des euros, et puis encore moins avec les systèmes électroniques avec vos cartes. Et ben, on va passer de la loi au code. Et qui réglementera le code, ce sera pas vous. Ce sera pas vous, citoyens, qui déciderez de comment est structuré le code et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce code. Alors j'ai été un peu long, mais c'est pour dire que ce changement de paradigme, il est énorme. C'est un changement de plusieurs millénaires et on entre dans une autre société. Alors, pour rebondir justement sur ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce que la disparition de la monnaie telle qu'on la connaît, la monnaie liquide, la monnaie fiduciaire, est-ce que c'est plausible qu'elle disparaisse justement? Oui, alors en fait, la réalité, c'est que le cash, les espèces, nos gouvernants avaient une volonté de les faire disparaître au lendemain de la crise des subprimes. C'est-à-dire, en fait, comme il y avait eu on va dire une rébellion face au scandale qu'ont été les subprimes, et ensuite la crise financière mondiale. euh, alors ça s'est fait. C'est-à-dire, si vous prenez les rapports, par exemple, de distributeurs automatiques, le nombre de distributeurs automatiques en France en l'espace de 15 ans, vous avez une réduction qui va, en fonction des territoires, Disparu, oui. entre 30% et 50%. Donc la disponibilité de l'argent liquide a déjà été restreinte. Mais en réalité, il y a eu aussi le développement, notamment de médias alternatifs, où il y a des gens qui ont développé un contre-discours et qui ont dit attention, il faut absolument, je pense à quelqu'un comme Pierre Johannoïc, par exemple, pour ne citer que lui, qui est en plus très populaire, qui a mis en garde sur le fait qu'attention, les banques ne veulent pas forcément votre bien et il faut absolument défendre l'argent liquide et des choses qui
vous amène à conserver une certaine autonomie et une certaine souveraineté personnelle. Et donc les banques se sont adaptées. Donc il y a des nouvelles générations aussi qui arrivent. Vos enfants ne sont pas comme mes grands-parents et vice versa. Donc en fait, l'usage de la monnaie maintenant est en train de progressivement changer et vous avez des outils qui qui tendent à aller vers le programme de grande numérisation et de remplacement de l'argent liquide. Voilà, il y a de moins en moins de gens qui utilisent l'argent liquide et l'argent liquide est en plus de plus en plus réprimé. Il y a des lois qui vous empêchent de retirer plus de 1 000 € avec des contraintes de temps. Et pourtant, c'est pas dans la loi, hein, parce que moi, j'ai été regarder, c'était pas dans la loi, hein. Non, en fait, Normalement, c'est dans des voilà, les règlements banques ne peuvent bancaires. pas. C'est, Ouais, en fait, ils font pression sur les acteurs privés sur un motif légal qui est par c'est ça. exemple le contrôle, la lutte anti-blanchiment. Où on est tous potentiellement des terroristes en puissance. Donc, si Bah, vous on nous dit qu'on peut pas posséder plus de 10 000 € sans sans justifier, les déclarer, sans- sans justifier. voilà, Exactement, sans- exactement. Une espèce. et c'est exactement ça. Et en fait, évidemment, l'argument c'est toujours la sécurité. Il y a eu là, on a fêté, alors fêté entre guillemets, les attentats. En fait, vous voyez, les attentats, on vous dit que c'est de l'argent liquide. On vous dit c'est à cause de l'argent liquide. Alors qu'en réalité, on pourrait se poser réellement les questions. C'est même pas sûr qu'il y avait tant d'argent liquide que ça. Mais on vous dit qu'en fait, l'argent liquide, il est vecteur de la criminalité, sans s'attaquer aux causes. Vous voyez, on met jamais en valeur les vraies causes qui permettent des exactions et des crimes qui sont des fois un peu étranges. Pour le cas du terrorisme, l'appareil étatique et l'appareil de surveillance, il y a des fois des choses où on peut se poser des questions. Je ne vais pas trop faire de digression, mais en tout cas pour l'argent liquide, il est clair que c'est l'élément de base qui doit disparaître. Et c'est pour ça d'ailleurs que Christine Lagarde vise comment dire à rassurer la Banque centrale européenne en 2022-2023 a beaucoup communiqué sur le fait que l'euro numérique, il y avait un programme qui s'appelait Cash Plus. Ah non, non, mais vous inquiétez pas, ça ne remplacera pas les espèces, ça viendra en complément. Les espèces ne disparaîtront jamais. Mais en réalité, c'est faux. C'est-à-dire, elle vous expliquait que c'était du cash numérique. En fait, du cash numérique, c'est pas du cash. Comme je vous ai dit, l'avantage que vous avez dans le billet que vous avez dans la poche ou dans les pièces, c'est que vous les passiez à vos filles, à vos cousines, à votre tante, à votre père, à votre grand-père, fondamentalement, on ne voit pas l'échange. L'État ne voit pas l'échange. Il y a l'objet qui a une valeur. Et s'il est perdu, d'ailleurs, il peut être perdu indéfiniment. Vous voyez, l'État n'a pas moyen de le détruire. Hormis des cas exceptionnels où, par exemple, quand on a changé de l'euro au franc, il y a eu des rappels de billets, il y avait des délais pour ramener les billets, bref. Mais là, on est dans des cas exceptionnels. Mais par contre, avec la monnaie numérique de banque centrale, en fait, ce n'est plus de la monnaie, ce sera des tickets de rationnement. Avec une fonction, on allouera une fonction à l'euro numérique et en plus, il y aura une possibilité de mettre des dates de péremption. Donc, si vous voulez épargner, parce que voilà, vous êtes une petite fourmi et vous voulez faire un petit matelas pour payer l'étude de vos enfants ou vous acheter une belle voiture plus tard. Bon là, on est dans des rêves un peu utopiques maintenant, mais et ben là, la banque centrale, elle pourra décider de vous dire ah non non, vos euros, vos 20 000 €, ils ont une date, ils doivent être dépensés avant le 31 décembre 2032. Si vous les avez pas dépensés, ils sont réduits toutes les semaines ou tous les mois. En fait, le code permet ça. Par contre, quand vous avez les bas de laine sous le matelas, c'est quand même un peu plus compliqué pour la banque centrale. Déjà d'avoir une visibilité où est cet argent, et après vous forcez à le mettre dans le système monétaire, dans les circuits et dans les flux d'échange. Et en fait, grâce aux monnaies numériques de banque centrale, ce sera totalement possible. Et d'ailleurs, le vrai nom, c'est ce que j'explique dans le livre, le nom des monnaies numériques de banque centrale, c'est presque un terme impropre. On devrait les appeler les monnaies numériques programmables, parce qu'elles sont programmables. Alors, dans ces conditions, comment vous expliquez que les banques commerciales ne sont pas forcément d'accord avec avec l'arrivée de la monnaie numérique? Pourquoi elles s'opposent finalement, pour certaines, à cette monnaie numérique? Alors parce que ça c'est une très très bonne question et je pense que c'est important de le préciser. Les banques commerciales sont aussi composées de gens comme vous et moi, c'est-à-dire en fait qui réfléchissent euh, évidemment avec un intérêt professionnel, mais il y a des strates dans les banques commerciales. La personne qui est au guichet et la personne qui est à la tête de la banque, elle a des intérêts propres et en plus à l'intérieur des banques commerciales, en réalité quand il y a, par exemple, pour reprendre le plan A de l'euro numérique, c'était de copier le yuan numérique, c'est-à-dire
d'imposer aux populations un système monétaire qui est porté par le secteur public. Et c'est la Banque Centrale Européenne qui aurait dit, voici le yuan numérique, maintenant les banques commerciales sont de simples détaillants. Quand vous ouvrez un compte à la banque commerciale, vous avez le même dans la Banque Centrale Européenne. Enfin, un compte est d'ailleurs un portefeuille, parce qu'ils appellent ça les portefeuilles, les fameuses Mhm, mhm. valets par exemple du Bitcoin, etc. Et en réalité, dans la répartition d'émissions et en fait du gâteau, c'est-à-dire qui fait quoi et qui gagne combien, les banques commerciales ont été très très déçues par le premier projet de la Banque Centrale Européenne, sachant aussi qu'il y a il y a des résistances de parlementaires, comme quoi des fois ça sert un petit peu, le vote sert un petit peu, c'est-à-dire il y a des résistances parlementaires, notamment le Parti populaire européen, qui a mis en doute et mis en cause la capacité de la Banque centrale à porter un tel projet, parce qu'en fait il y a eu notamment des pannes. Pour ceux qui ont suivi, il y a eu des pannes au début de l'année, des systèmes Target 1 et Target 2. Donc en fait, il y a eu des opérations comment dire, des opérations de transfert bancaires qui ont été mis en péril pendant 24 à 48 heures. Donc il y a même des parlementaires qui disent, mais en fait, est-ce que la Banque centrale européenne est si bonne que ça? Et est-ce que alors il y a aussi le lobby du secteur commercial, le lobby privé qui fait pression sur les parlementaires pour leur dire attendez, freinez, parce que nous on va trop perdre. Et sachant qu'on est dans une économie européenne qui est considérablement endettée, qui est vassalisée par le pouvoir américain, pour le dire simplement, en tout cas par les intérêts américains, vous avez des acteurs qui ont refusé le plan A de l'euro numérique sur le modèle du yuan numérique et qui ont fait pression, c'est ce que j'explique dans le livre, pour aller vers l'option, le plan B, entre guillemets, qui est le modèle anglo-saxon, qui va privilégier davantage les banques commerciales et parce qu'en fait dans les monnaies numériques de banque centrale vous avez deux volets, vous avez la monnaie numérique de banque centrale de gros, c'est-à-dire pour les paiements Mhm, interbancaires mhm. transfrontaliers entre États et grands établissements autorisés, voilà, ça c'est le volet le plus important qui est d'ailleurs développé dans l'entièreté du monde. Et après, vous avez le volet qui nous concerne, nous, c'est-à-dire le volet de détail. Et en fait, c'est sur le volet de détail que les banques commerciales ne sont pas d'accord. Elles sont d'accord sur l'euro numérique de gros. Il n'y a pas de souci. Elles ont même validé toutes les étapes et le processus. Par contre, sur le détail, ce qui est, on va dire, leur nerf de la guerre, c'est-à-dire ce qui les fait vivre, entre guillemets, elles sont pas d'accord parce qu'elles estiment que le privé peut porter l'agenda à la différence du secteur public. Elles disent, on peut faire comme les États-Unis, notamment avec les stablecoins, avec l'USDT, l'USDC, et elles se disent, nous, on a certainement plus d'intérêt à ce que ce soit les banques commerciales qui portent l'agenda CBDC, parce qu'au final, les stablecoins, c'est un dérivé des monnaies numériques programmables. Les stablecoins sont traçables, et ils sont programmables aussi. Il y a des smart contracts. Donc en fait, ils ont toutes les qualités d'une monnaie numérique de banque centrale, mais en plus, ils sont gérés par les banques commerciales. Voilà. Donc c'est le point essentiel à retenir. Et évidemment, ça servira à solutionner la problématique de la dette, mais pas forcément en faveur des peuples. Voilà, c'est la nuance. Alors, vous faites aussi un tour d'horizon de l'instauration de cette monnaie numérique dans le monde. Vous parlez effectivement du yuan numérique de la Chine, hein, qui est quand même assez en avance. On a aussi la Russie. Et d'ailleurs, comment vous expliquez que ces deux pays sont beaucoup plus avancés dans la monnaie, dans l'instauration de la monnaie numérique par rapport aux États-Unis et à l'Union européenne? Et j'ajouterais même une question. Comment vous expliquez qu'aux États-Unis, Donald Trump a signé un décret interdisant à la Réserve fédérale de travailler sur la monnaie programmable, alors que jusqu'ici, elle était sous tutelle de BlackRock. Donc c'est peut-être un peu long, mais bon. Alors, il y a plusieurs problématiques. Je vais essayer de pas faire de digression pour pas me perdre en chemin. Mais sur l'agenda mondial, vous avez parfaitement raison. Tous les grands pays ont mis en œuvre un agenda CBDC. En fait, c'est piloté par la Banque des règlements internationaux. J'en parle dans le livre. Et j'invite les gens à taper, à aller sur un site et à aller sur CBDC Tracker. Et ils verront tous les projets qui sont mis en place dans le monde. Il y a évidemment des petits pays qui n'ont pas mis en place de programmes et de CBDC. Et d'ailleurs, il y en a deux, trois qui ont abandonné, mais en réalité, ils sont dans des sphères géographiques où ils seront sous domination d'une grande monnaie numérique, que ce soit le yuan, le dollar, etc.
Alors, pour revenir à la Chine est le modèle en termes de déploiement des monnaies numériques de banque centrale. Déjà parce que elle a travaillé tout un système, on va dire, de presque d'internet sous contrôle chinois. Donc en fait, ça lui a permis d'avoir une plus grande efficacité dans le déploiement de cet outil. Et vous savez aussi il y a le crédit social qui est déployé en Chine, donc qui permet, on va dire, un système d'obéissance et en tout cas de docilité politique des populations plus important qu'en Europe ou qu'en Occident de manière globale. Et la Chine, d'un point de vue technique, est très avancée sur une multitude de points, sur des avancées technologiques, sur le cryptage. Notamment, on a parlé du Bitcoin, mais la Chine a été longtemps, alors ça ne l'est plus maintenant, mais a été longtemps le pays leader en termes de minage de Bitcoin. Donc il y a eu, avec les mineurs du Bitcoin, il y a eu aussi, on va dire, un transfert progressif de capacité comment dire, à comprendre à l'intérieur même de la société chinoise. Je parle pas du gouvernement, mais en tout cas d'acteurs privés, même si la Chine c'est toujours un peu compliqué parce que les acteurs privés sont sous forte tutelle publique. C'est vraiment le stakeholder capitalisme du forum, voulu par le Forum économique mondial, parce qu'en fait il y a des gros partenariats public-privé. Mais en tout cas, il y a eu une acquisition de compétences, si on peut parler de la sorte, de la part des Chinois, qui leur a permis d'avancer fortement sur ces agendas de monnaie numérique de banque centrale. Le yuan numérique concerne actuellement 300 à 400 millions de la population chinoise. Donc sur 1 milliard 400 millions, vous Mhm. avez allez, un quart, un tiers de la population qui utilise quotidiennement le yuan numérique. Donc ça, et c'est essentiellement les populations qui vivent dans les grandes métropoles. Voilà. Donc Est-ce que pour eux c'est un test? Est-ce que pour eux c'est un test justement ou c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la société chinoise et dans l'économie chinoise? Alors, c'est à la fois un test, et en fait, c'est un test qui n'arrête pas de se déployer et qui progresse chaque jour. Pour C'est un test, s'étendre. mais c'est aussi, alors, Christine Lagarde le dit aussi, il y a aussi un enjeu de souveraineté. C'est-à-dire, en fait, les Chinois ont aussi travaillé et travaillent à une monnaie forte. Il y a des politiques d'achat massifs, notamment d'or à l'international pour si demain il y avait un nouvel ordre mondial géoéconomique et surtout monétaire pour rendre le yuan numérique, le yuan tout simplement, comme un leader en termes de grande monnaie sur la scène mondiale. Donc la Chine a fait ce choix-là, mais il y a aussi une problématique interne à la Chine qui est la gestion de sa population. C'est-à-dire avec une monnaie numérique de banque centrale, vous avez l'outil final qui permet de contrôler intégralement les populations. En Chine, il y a l'identité numérique qui existe déjà depuis longtemps. Vous avez des applications WeChat, WePay qui ont été développées pour progressivement retirer l'emploi de l'argent liquide, même s'il existe encore sur certaines formes. Par exemple, les Chinois, si vous allez en Chine, vous pouvez utiliser des coupons avec des QR codes qui ressemblent à des billets. En fait, c'est du yuan numérique. Vous voyez, ils s'adaptent aux catégories d'âge et aux populations. Vous utilisez le yuan numérique, c'est-à-dire en fait c'est un billet que vous scannez et qui est rentré par le commerçant, mais en fait ils ont déployé plein d'outils pour amener à l'usage de cette monnaie numérique pour toutes les populations. Ça ne concerne pas essentiellement que les jeunes ou que ceux qui ont un smartphone, vous voyez. C'est tout le monde en fait, ça concerne tout le monde. Donc il y a un enjeu de souveraineté qui était réel, il y a un enjeu de contrôle des populations. La Chine est un système qui est autoritaire. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il n'est pas question de dénigrer plus la Chine qu'un autre pays, mais c'est un régime qui est autoritaire et qui a une conception du respect de la vie privée qui n'est pas forcément la conception occidentale. Et pour aller tout de suite sur le voisin russe, on n'est pas du tout dans le même paradigme. Les Russes ont été forcés presque alors c'est pas aussi pour défendre les Russes, c'est pas cette question-là, mais ont été forcés à développer un outil, donc le rouble numérique, notamment dans un premier temps, comme dans tous les projets, sur le volet interbancaire de gros, parce que évidemment, ils s'attendaient depuis 2014 à avoir des problèmes avec Swift.
le système Mhm. international de paiement qui est sous tutelle américaine. Voilà. Donc les Russes ont aussi travaillé, notamment à partir de 2018-2019, à élaborer à la fois un système de paiement, même s'ils ont utilisé le système de paiement chinois beaucoup plus, qui s'appelle CIPS. Ils ont travaillé eux-mêmes à leur propre rouble numérique, puisque il y avait la menace américaine, mais aussi la menace de l'allié et du partenaire chinois. Puisque si vous ne développez pas votre propre système, vous vous faites manger en fait monétairement par votre allié qui a une capacité financière, productive et économique qui est assez colossale. Donc les Russes se sont aussi lancés dedans et maintenant ils élaborent aussi le volet de détail, puisqu'en fait, comme ils sont en guerre avec l'OTAN, il y a toutes les problématiques de terrorisme, de surveillance, le pouvoir, la Russie est aussi un système autoritaire, voilà. Et donc il y a aussi, en fait, si vous voulez, c'est un peu, c'est un engrenage. Quand vous prenez un élément et après, vous réfléchissez aux avantages que pour les gouvernements peuvent emmener les monnaies numériques de banque centrale. Et maintenant, je vais de l'autre côté, comme vous m'avez posé la question, pourquoi les États-Unis, je vais commencer par les États-Unis, ne sont pas leaders dans les monnaies numériques de banque centrale. Alors ma réponse va être un peu, comment dire, je vais me faire plaisir, c'est-à-dire en fait les États-Unis ont déjà une monnaie numérique. Alors elle n'est pas de banque centrale quoique, c'est le Bitcoin. C'est-à-dire en fait 98% de la DeFi, c'est-à-dire de l'économie crypto, est dollarisée. C'est-à-dire en fait en gros quand vous êtes un investisseur dans l'économie crypto, vous soutenez l'économie américaine. Et le Bitcoin a, on va dire, l'argument principal, c'est-à-dire la traçabilité, et a permis d'enclencher l'ensemble des volets. Le Bitcoin a ensuite amené les stablecoins. Et par exemple, les stablecoins, la quasi-totalité des grands stablecoins sont en dollars. Et là, j'ai parlé de 95 à 98%. Les stablecoins, au niveau mondial, c'est le dollar. Donc en fait, vous avez une économie américaine qui est soutenue à la fois par le Bitcoin, les stablecoins et l'entièreté de l'écosystème crypto. Donc les États-Unis avait commencé à, notamment sous les démocrates, sous l'administration Biden, avait commencé à développer un récit sur le dollar numérique, mais en réalité, ils n'en ont, enfin, le dollar numérique classique, c'est-à-dire porté par la Réserve fédérale, directement, un peu comme nous on l'a fait avec la Banque centrale européenne, mais en réalité, ils n'en ont, alors déjà, il y a eu une forte résistance parce qu'aux États-Unis, c'est le pays un peu en pointe en termes de la contestation du narratif et il y a une comment dire une culture et une conscience politique libertaire qui est contre déjà le dollar et la réserve fédérale et tout de suite il y a eu un contre-narratif sur le risque que pouvait emmener un dollar numérique. Mais en plus, en termes d'intérêt propre, les États-Unis n'avaient pas d'intérêt propre à développer tout de suite, c'est-à-dire sur la décennie 2020-2030, un dollar numérique, puisqu'en fait ils ont le Bitcoin, les stablecoins et notamment les stablecoins qui sont presque déjà une monnaie numérique de banque centrale. Est-ce que ça signifie que le Bitcoin, c'est une monnaie qui est centralisée? Le Bitcoin, alors qu'on soit clair, la blockchain Bitcoin, elle n'est pas centralisée, quoique moi je le mets en doute, puisqu'en réalité, quand Je vous sais, avez je vous pose la question, c'est pour ça. Dans le narratif, j'avais l'impression que... en fait, en réalité, il y a plus, bon, il y a plusieurs questions. Le problème, c'est que bon, on va pas faire, je vais pas faire embêter les gens trop avec le Bitcoin, mais en fait, le Bitcoin, déjà, vous avez un 21e des stocks de Bitcoin qui appartiennent à l'entité Satoshi Nakamoto. Donc déjà, quand vous construisez, on va dire un stock ou même si vous avez, vous savez, le projet de Trump de faire une réserve de Bitcoin, il avait promis ça pendant la campagne électorale. Déjà, c'est problématique. Admettons que ça soit réellement quelqu'un qui ait gardé son anonymat. C'est quand même problématique de construire une économie alors qu'il y a une entité dont on ne connaît pas le nom, qui a un 21e du stock. Donc si demain, alors le Bitcoin est aux alentours de 100 000 dollars, même s'il a fortement baissé, vous avez raison, ces dernières semaines, c'est pour des intérêts, c'est lié aussi à BlackRock, je ne vais pas rentrer dans le détail évidemment, mais donc construire une politique et une économie sur quelque chose qui est incertain et où en fait vous avez
bah, un 21e du stock qui peut être liquidé du jour au lendemain, c'est déjà fragile, voilà. Et la blockchain Bitcoin n'est pas centralisée. On, on va dire euh, avec des réserves, hein, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions sur des backdoors, c'est-à-dire des portes de derrière. Est-ce que le code en réalité qui a été développé par la NSA n'est pas sous contrôle parce qu'il y a des gros acteurs et il y a eu des cas où par exemple en 2011 il y a eu des blocs qui ont été créés, on ne sait pas comment, c'est le bloc étrange de Jeff Garzik, j'en parle dans le livre. Donc sous réserve d'une démonstration, alors déjà le Bitcoin peut faire l'objet d'une attaque au 51, même si les bitcoiners disent que non. Vous avez tous les grands experts de la crypto, notamment Joel Katz, le PDG de Ripple, qui explique qu'un État peut s'attaquer à Bitcoin sans problème, puisque un État, notamment l'État des États-Unis, peut créer le dollar pour acheter le Bitcoin. Donc il pourrait prendre possession pour avoir 51% des Bitcoins. Et d'ailleurs, BlackRock en prend un petit peu le chemin, je le dis. Donc bon, ça, je vais fermer la parenthèse là. Bitcoin, la technologie a priori n'est pas centralisée, mais en tout cas, déjà, il y a une concentration du cours, c'est-à-dire du nombre de bitcoins qu'on peut acheter, et surtout, il y a une concentration du minage. C'est-à-dire des gens qui sont en capacité de miner le bitcoin, donc de créer les nouveaux bitcoins. Et le minage est sous tutelle entière d'entités comme BlackRock. J'en parle dans le livre, notamment via le Bitcoin Mining Council, qui en fait organise bon, les stratégies. Après, ça tient aussi à la capacité de puissance du calcul. En fait, quelqu'un qui lit le white paper et qui comprend les mathématiques, c'est qu'en fait, à la fin, ça favorisera les grands acteurs. Et ça favorisera la concentration. Parce que moi, j'expliquais ça en 2013, alors évidemment, les gens me riaient au nez, mais en fait, maintenant, on le voit, les grands acteurs du Bitcoin, c'est les whales, donc certains, on connaît pas le nom, et ça commence à bouger. Il y a des gens qui n'avaient pas touché à leur Bitcoin pendant 10-12 ans et qui ont touché à leur Bitcoin là pour les liquider ou pour les vendre. Mais les grands acteurs, c'est BlackRock, c'est Fidelity, c'est toutes ces entités de Wall Street qui ont une capacité financière bien plus grande malheureusement que vous et moi et qui décident du marché. Voilà. Donc c'est ça qui est un peu problématique. Et en fait, les États-Unis, on le voit bien, s'adossent on va dire à l'industrie crypto avec le Bitcoin qui est, on va dire, la valeur référence et la valeur mère. On parle d'or 2.0, même si c'est une escroquerie, c'est vendu comme ça par le système. Et en plus, là, il y a toute une législation qui est favorable au Bitcoin. Alors, vous l'avez dit, au Bitcoin et au stablecoin, il y a le Genius Act qui a été pris là au cours de l'été et qui répond un petit peu, c'est un peu un effet miroir à l'interdiction des monnaies numériques de banque centrale par Trump, mais en réalité, en fait, cette interdiction des monnaies numériques de banque centrale développée par la Réserve fédérale, c'est un symbole qui vise à contenter une partie de son électorat. Voilà. Mais dans les faits, l'agenda CBDC au niveau de l'infrastructure continue à avancer aux États-Unis et les États-Unis sont un des pays pilotes au niveau de l'infrastructure et de la technologie. D'un côté, vous avez le côté technique avec les États-Unis et d'un côté, vous avez le côté politique avec la Chine. Et dans les deux cas, ça avance des deux côtés. Alors justement, pour en revenir à ce caractère politique, est-ce que cette course au développement de la monnaie numérique pour les pays revêt un caractère géostratégique et pourrait constituer une arme de guerre économique? Tout à fait. Alors malheureusement, là, c'est les arguments de Christine Lagarde. On voit bien qu'il y a aussi des réflexions au sein même de l'Union européenne de mise en garde sur comment dire, le pouvoir et la puissance croissante, notamment des stablecoins. Donc les stablecoins, c'est en fait des actifs qui sont adossés à la création monétaire du dollar fiat. Et vous avez des sociétés privées qui font l'acquisition de dollars et qui émettent un token qui a une parité 1 dollar, un token stablecoin, quoi, USDT, USDC. Donc, comme les stablecoins dollars sont hégémoniques sur la scène internationale et sur la scène mondiale, vous avez notamment, c'est un des arguments de la Banque Centrale Européenne, qui dit que l'Europe va être submergée au niveau de l'investissement et au niveau, notamment dans cette grande phase de mutation du système financier, où on voit bien que il y a de plus en plus de dettes, mais en fait l'argent pour les investissements dans la tech et dans les grandes entreprises, dans les grands groupes industriels est compliqué à est compliqué à amener. Les flux sont compliqués pour irriguer la société européenne. Vous avez
évidemment les banques centrales qui disent que c'est un enjeu géoéconomique et géostratégique très important et qu'il est impératif de se pencher sur la question. Et ça, c'est vrai. Sauf qu'en fait, c'est si on raisonne dans un cadre de monnaie numérique de banque centrale, en réalité, on est dans une phase, alors je l'explique dans le livre, qui est la finalisation des accords de Bâle III et qui vise Mhm. à finaliser le nouvel ordre mondial monétaire et économique et qui vise comment dire à ramener l'or comme actif numéro un. Donc demain, c'est l'or qui va revenir quoi qu'il arrive sur le devant de la scène internationale. On l'a mis de côté depuis, on va dire, plus de 50 ans, depuis 1971. Mais en fait, il est projeté à peu près à l'horizon 2030 que l'or redevienne officiellement, même si c'est déjà presque officiel, hein, l'or est Mais l'actif c'est numéro un. plutôt une bonne nouvelle alors, du coup. C'est plutôt une bonne nouvelle, cet accord de Bâle, non? Parce Alors, que là, on est dans la phase 3, je crois, depuis le mois de juin on est 2025. exactement, oui, exactement. Vous êtes bien informé. On est dans la phase 3. Bah, je suis allée regarder ce que c'est que cet accord et je me suis dit, bon, bah, finalement, ça a l'air quand même bien. Alors, ça a l'air bien, Nous annonce. seulement si, je le dis bien, seulement si, par exemple, pour le cas de la France n'a pas liquidé son or avant la finalisation des accords de Val-3, sachant que François Villeroy de Galhau a dit que pour solutionner la problématique de la dette, c'était pas grave si on avait un budget ou on n'avait pas de budget, on traitait pas les dépenses et les recettes. Au pire, on vendra l'or. En fait, c'est ça la problématique. C'est les accords de Bâle 3 vont rendre service aux gens qui ont de l'or et de l'argent. Voilà. Et aux États, quand je dis aux personnes, je pourrais parler aux personnes morales ou privées, qui ont de l'or et de l'argent, et notamment surtout l'or. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui auront compris le rôle de l'or et de l'argent. Alors pour ceux qui me suivent, moi je préconise l'argent métal et l'or depuis au moins 2019-2020. Donc ils sont pas déçus puisque les cours ont explosé à la hausse depuis début 2020. Oui. 2020 pour l'argent métal, on était à 20 euros l'once, pour faire simple. On était à 19, 18, 19 euros. Et là, actuellement, on est à 53 euros. Donc vous avez un actif qui a plus que doublé. Mais en fait, là, on est encore dans la phase où les banques centrales et les marchés font tout pour que le cours de l'or et de l'argent n'explose pas à la hausse. Parce qu'en fait, quand vous avez l'or et l'argent qui explosent, ça conduit à la dépréciation des monnaies fiat. En fait, les vraies monnaies explosent, donc en fait, les populations se retrouvent avec de la monnaie de singe. Voilà. Donc là, on est dans la phase de transition où en fait, l'objectif des banques centrales, alors là on est vraiment dans le fond du livre, merci Kate, mais on est vraiment dans le fond du livre. Mais en fait l'objectif des banques centrales, c'est de mettre la main sur votre épargne et sur vos richesses, et quand je dis votre épargne, vos richesses, c'est aussi la richesse de vos nations et de nos nations et de nos pays, voilà, pour une fois qu'elles auront tout siphonné, entre guillemets, réinstaurer l'or comme actif numéro un de manière pleinement officielle, mais à ce moment-là, les gens n'auront plus d'or. Et en plus, ils auront les CBDC, enfin les monnaies numériques de banque centrale, MNBC en français. J'ai pris l'acronyme anglais parce qu'il est diabolique. La langue anglaise étant diabolique, j'ai préféré reprendre et il est plus connu à l'international. Mais cet objectif-là, ce sera de vous siphonner. Et quand vous aurez une monnaie numérique de banque centrale, il vous sera impossible de réacheter de l'or ou de l'argent. C'est-à-dire les cours auront explosé. Peut-être qu'avec une once d'or, vous pourrez acheter une maison, vous voyez. Une once d'or, c'est en gros 30 grammes. Et ça, ils ne veulent pas. C'est-à-dire, en fait, ils veulent rendre les peuples insolvables, mais par contre, les grands établissements et les grands acteurs, bah, réellement solvables. C'est-à-dire, c'est pour ça que d'ailleurs, vous avez BlackRock qui achète des terres. Là, le cours du Bitcoin a baissé parce qu'il y a aussi des grands acteurs qui ont acheté des biens tangibles, des forêts, des terres, bon, du bois, de l'or, de l'argent. Et évidemment, il y a aussi tout un narratif qui dit vous voyez, on est dans une phase de mutation du système financier, donc investissez absolument dans la crypto. C'est l'avenir, vous voyez. Alors que bon, il y a plein de problématiques. Je vais pas parler du cyberpolygone, mais en fait, pour imposer les monnaies numériques de banque centrale, si les gouvernants voient que les populations ne sont pas dociles, ils peuvent aussi mettre en place la cyberpandémie qui nous a été prophétisée par le professeur Klaus Schwab en 2020. Il a dit la future prochaine pandémie ne sera pas virale ou biologique, elle sera numérique. Voilà. Et donc c'est là où faisons attention.
j'ai écouté votre émission qui était très très intéressante. C'est très bien, comment dire, de réfléchir sur les systèmes monétaires numériques, les alternatives, mettre en place des monnaies communautaires, avoir des nouveaux outils dans le monde numérique. Mais et vous l'avez très bien dit dans l'émission, mais il faut diversifier. Il faut impérativement diversifier à la fois dans le monde numérique, mais surtout dans le monde analogique, parce que la vraie richesse, elle se touche. Voilà, elle se mange, voilà. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Et l'objectif demain du Forum économique mondial et de tous les chantres du nouvel ordre mondial, c'est de faire qu'en 2030, nous n'aurons plus rien. Ils l'ont annoncé, hein. Ils l'ont clairement annoncé en Mhm. 2016. Nous n'aurons plus rien, mais on sera heureux. Et avant la thématique du bonheur, il y a quand même la dépossession. Voilà. Donc je pense que c'est fondamental de le comprendre. Et en fait, l'objectif des monnaies numériques de banque centrale, c'est de figer le système. C'est une fois que le code il sera écrit, bah, ce sera terminé. Vous voyez, là, pour ceux qui croient en Dieu, si vous êtes riche, vous avez plein de billets, vous avez des billets plein la poche, vous pouvez en faire tomber, puis ça peut faire le bonheur de certaines personnes qui passent derrière vous. Ça a toujours existé, en fait. Vous voyez, il y a des gens qui enterrent leur trésor au fond de leur jardin, ils meurent, ils oublient, etc. Et puis il y a des gens qui le déterrent après. Bon, bref, qu'avec le code, c'est terminé, ça. Hein. Le transfert de richesse, il sera décidé et il sera, comment dire, figé, presque gravé dans le marbre, et ce sera certains grands acteurs qui en bénéficieront. Voilà. Alors avant de terminer, j'ai quand même, j'aimerais vous poser tant de questions, mais bon, le temps avance et moi, j'invite les spectateurs à lire votre livre pour qu'ils comprennent, mais j'ai envie quand même d'aborder encore 3 petits points. Le premier, c'est par rapport aux BRICS. Les BRICS qui s'inscrivent, parce que vous en parlez dans ce livre, qui s'inscrivent dans une démarche multipolaire, mais finalement vous dites qu'ils sont rattrapés, les pays membres des BRICS sont rattrapés par ces dogmes mondialistes. Vous dites d'ailleurs, je vous cite, hein, dans le livre, vous dites la transition vers un nouveau système financier n'épargne aucun État, quelle que soit la rhétorique souverainiste ou multipolaire adoptée. Oui, exactement. En réalité, c'est là où on peut se poser les questions. En fait, les gens pensent souvent que la technologie est neutre. C'est-à-dire, quand on utilise un téléphone, c'est pas parce que j'utilise ce téléphone-là que ça va changer mon propos. Les gens ont souvent cette vision. Mais en réalité, la technologie n'est jamais neutre. Elle nous conduit souvent d'abord vers un processus, une procédure, et elle change notre manière de penser. Alors, c'est Jacques Ellul qui disait ça. L'outil peut être neutre, mais la technologie ne l'est jamais. C'est-à-dire l'outil, par exemple, dans le monde numérique, c'est la base binaire, le 0-1. 0-1. Ça, c'est l'outil. Par contre, le code, le fait de coder, là, ça devient de la technologie. Et en réalité, on le voit, déjà, l'ensemble des États, notamment via la Banque des règlements internationaux, collaborent, échangent, et il y a cette course à la technologie qui les amène presque tous sur le même chemin. Et c'est là où c'est dangereux, parce que déjà les vraies questions ne sont pas posées. Là, je parle j'évoque un article de Laurence Lessig qui avait tout compris à la fin des années 90 et au début des années 2000 avec son célèbre article Le code fait loi. C'est-à-dire si nous n'avons pas de débat autour du code, en fait, nous sommes expropriés de notre propre souveraineté à construire le futur. En fait, le droit, c'est quoi? Le droit, c'est une fiction qui crée du réel. Il y a quelqu'un un jour qui a écrit au feu rouge, on s'arrête. Vous voyez? Mais si on n'écrit pas au feu rouge, on s'arrête, eh ben, je veux dire, la personne, ça crée du réel. Quand vous êtes en voiture, vous vous arrêtez au feu rouge. C'est-à-dire, dans le monde réel, vous arrêtez votre voiture au feu rouge. Normalement, après, il peut y avoir une possibilité, voilà, de vous faire sanctionner. Mais en tout cas, le droit sert à ça. Avec le code, ça crée du réel, mais ça crée un régime de contrôle a priori et plus a posteriori. Donc en fait, il n'y a plus d'échappatoire. Par contre, là, l'exemple que je vous ai donné sur le fait, vous avez votre voiture, ça m'est déjà arrivé, vous passez au feu rouge, si vous ne vous faites pas prendre, il n'y a personne qui vous voit, ben vous êtes passé au feu rouge, c'est une réalité, mais elle n'est pas sanctionnée. Avec le code, ce ne sera plus possible. C'est-à-dire, avec le code, c'est le code qui régit tout. Et il n'y a plus d'échappatoire. Et on le voit dans le développement de tous les projets de monnaie numérique de banque centrale. Et je pense que c'est un chapitre très important du livre. Attention, évidemment, on peut avoir des accointances ou on va dire des analyses
qui comment dire, qui salue les actions politiques de certains pays. La géopolitique n'a pas disparu. C'est ça en fait, il y a plusieurs degrés dans l'analyse. La géopolitique ne disparaît pas. Mais par contre, certains intérêts continuent à avancer et in fine, quand la technologie est trop avancée, à certains points, on voit que ça revient toujours à la même chose, à favoriser toujours les mêmes. Sachant que, par exemple, pour le cas de la Chine, on parle beaucoup de BlackRock, mais la Chine, atelier du monde et grand pays de production mondiale, le leader en termes d'économie, en termes de production et de valeur ajoutée tangible et réelle, la Chine a été structurée par Wall Street et la City. C'est des flux financiers. BlackRock investit encore en Chine. Voilà. Bon, Elon Musk, c'est connu mais Elon Musk qui fabrique ses Tesla en Chine. Toute la production et les flux de la finance internationale ont structuré la Chine. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est attention à ne pas voir toujours les choses avec un angle national qui des fois est dépassé. On est presque déjà dans un système où les nations ont été violées entre guillemets de manière définitive et je vais pas dire qu'elles sont que c'est déjà terminé parce que c'est pas vrai. Les peuples sont encore attachés aux nations, mais attention à ne pas surévaluer le côté national de certains outils. Voilà. Alors j'aurais peut-être perdu certains auditeurs, mais ce que je voulais dire, c'est que la technologie dépasse certains intérêts nationaux et malheureusement, des fois, on aboutit à un système qui ne représente pas du tout les volontés populaires. Et pourtant, vous évoquez aussi l'Afrique, les pays d'Afrique. Alors, hormis l'Afrique du Sud, qui, elle, est vraiment dans ce cheminement de développement de monnaie numérique, mais le reste des pays africains, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique centrale, sont encore attachés à la monnaie fiduciaire. C'est un des éléments complexes, c'est comment vont-ils réussir à faire pénétrer la technologie dans des sociétés où l'argent liquide est totalement culturel. Alors notamment les pays du Maghreb. Alors déjà la sphère méditerranéenne, pour connaître un peu l'Italie. En Italie, par rapport à la France, il y a un usage du cash qui est énorme. Pour connaître aussi certains pays du Maghreb, tous On ceux achète qui des voitures avec des sacs remplis d'argent, voilà, d'espèces. non mais c'est la culture C'est pas une méditerranéenne. légende, hein. Oui, non, mais ça m'étonne pas. Et en Italie, il y a même plus que des voitures des fois. La réalité, c'est que dans la sphère méditerranéenne, l'argent liquide a encore une valeur symbolique et un usage réel. Alors en France, c'est là où on peut se poser la question sur notre méditerranéité. Mais en tout cas, au Maghreb, leur retirer l'argent liquide, ça va être compliqué. Par contre, attention, ils y pensent déjà. C'est-à-dire, en fait, est-ce que demain, le dinar ou le dirham numérique ce sera pas un billet avec un QR code dessus, comme je vous ai donné le cas avec la Chine. En fait, ça, ils le savent déjà. Pour pénétrer les populations et faire qu'il y ait une traçabilité qui soit la plus totale possible, ils ont déjà pensé à ces moyens-là. Par contre, c'est vrai. Alors déjà, il faut nuancer. Par exemple, les pays les plus avancés en termes de déploiement de monnaie numérique de banque centrale, c'est des pays d'Afrique noire. Notamment le Jamaïque, là, pas la Jamaïque, pardon, excusez-moi, ça c'est les Caraïbes, mais le Nigeria, pardon. Par exemple, les trois grands pays qui ont finalisé leur projet de monnaie numérique de banque centrale, c'était le Nigeria, et après, alors là on est en Afrique, mais de l'autre côté, les Caraïbes, qui ont un lien historique avec l'Afrique. Voilà, je vais pas extrapoler, mais la Jamaïque et les Bahamas ont finalisé les premiers à l'horizon 2020-2021 les monnaies numériques de banque centrale. Et ça, c'est fondamental parce que ça montre qu'il est possible dans des économies qu'on pourrait qualifier classiquement de peu développées en termes en niveau technologique avec des systèmes de paiement un peu des fois compliqués. Il y a eu, et d'ailleurs ça a servi de test. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les banques centrales étaient totalement drivées et pilotées par la Banque des règlements internationaux, par le FMI. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un jeu d'acteurs qui servent, notamment sur certains pays, de tests et d'expérimentation. Et donc ça, c'est fondamental. Et même si évidemment l'Afrique, donc on en a parlé, il y a un usage du fiduciaire et des espèces qui est important. Les Africains vont être malheureusement, alors ou heureusement pour certains, complètement, comment dire, ils font face au même danger que nous. Et d'ailleurs,
pour l'Afrique noire, le Bitcoin joue un rôle important, notamment dans le fait de créer des habitudes autour des paiements digitalisés et numérisés. Alors en parlant d'expérimentation, vous accordez un long paragraphe à Israël, et j'aimerais qu'on en parle avant de terminer cette émission, dont vous dites que le pays, je cite, s'impose comme le modèle par excellence de la quatrième révolution industrielle, telle que promue par le Forum économique mondial, agissant comme un laboratoire mondial de transformation technopolitique. Exactement. Alors, Israël n'est pas un pays. Israël est en fait une entité, un consortium, c'est-à-dire un ensemble d'entreprises. Déjà au niveau constitutionnel et au niveau géopolitique, on pourrait débattre sur le fait Un pays qu'Israël qui est n'a un pas pays. de frontières définies d'ailleurs, vous Ouais, le rappelez dans pas votre de livre, frontières qui est définies, pas de réelle constitution, pas de peuple ethniquement homogène. Il y a aussi une grande partie des Israéliens qui ne parlent pas l'hébreu. Donc en fait, il y a toute une problématique ne respecte aucun droit international. Donc ça, après, voilà. Mais on va dire dans le concert des nations, est-ce qu'on peut qualifier Israël de nation? J'en doute fortement. C'est une entité qui a bénéficié de financement, notamment des banques commerciales à la fin du 19e siècle et une partie aussi de certaines personnes qui contrôlaient les banques centrales, justement. On retourne toujours sur les mêmes thématiques et qui ont structuré des milices paramilitaires, notamment l'Irgun, la Haganah, qui étaient des entités terroristes qui visaient à persécuter des populations en Palestine. Et il y a un État qui a été construit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en amalgamant la tragédie des persécutions juives à la Seconde Guerre mondiale pour créer un espèce de spectre étatique. Mais en réalité, c'est pas du tout un pays, mais ça, on y reviendra peut-être un jour si on consacre une émission à Israël. Et pour répondre à votre question, Israël est en fait une plateforme, la plateforme la plus avancées au niveau technologique, qui bénéficient de transferts technologiques financiers de la part de Wall Street, de la City et même du monde entier, parce qu'il y a des partenariats avec la Chine, avec l'Arabie Saoudite, avec les pays arabes, avec tout le monde. Et en réalité, Israël est un vecteur, est un promoteur de plein d'outils de la quatrième révolution industrielle. Le plus connu, alors pour ceux qui n'ont pas encore oublié, je vous signale que l'entité ou la nation, déjà on appelle Israël la Startup Nation, le fameux modèle de notre président de la République. En fait, c'est Israël. La vraie Startup Nation, c'est Israël qui crée, qui dépose plein de brevets. Alors après, en réalité, les brevets, en fait, c'est du vol de technologie de pays étrangers, mais ça par l'intermédiaire de services de renseignement. Voilà, je vais pas aller plus loin, mais Israël bénéficie de ce statut d'investissements colossaux de la part, on va dire, des marchés mondiaux et met en place et expérimente les outils de la quatrième révolution industrielle. Souvenez-vous, le pass sanitaire. Le Mhm, premier mhm. pays qui a été modèle dans la gestion de la crise sanitaire, c'était Israël. D'abord avec le pass sanitaire, après avec les vaccins. Il y a eu des partenariats Pfizer, Israël, et maintenant, alors de manière moindre, parce qu'en réalité, à cause de Klaus Schwab, la grande réinitialisation a été mise trop en avant, et on en a discuté dans nos milieux, et les peuples ont appris ce qu'était la grande réinitialisation, c'est-à-dire la proclamation de la quatrième révolution industrielle et la transformation du monde vers un nouvel ordre mondial, on va dire, et une grande numérisation. Donc Israël en fait un peu moins au niveau de la communication, mais par contre, elle expérimente tous les outils, et notamment depuis le 7 octobre 2023, la persécution d'un peuple autochtone par des outils d'intelligence artificielle, à la fois des programmes de surveillance d'applications téléphoniques et les fameux drones tueurs. Je vous signale qu'il y a une grande partie des morts de Palestiniens qui ont été tués par des drones à reconnaissance faciale qui sont en capacité d'éliminer des lignées entières. C'est-à-dire, moi, on reconnaît ma tête, on est capable d'éliminer le père, le fils, la fille, bon, voilà. Et ça, c'est pas du tout du fantasme. C'est-à-dire, il y a des rapports d'Amnesty International, des rapports de l'ONU. Alors évidemment, tout le monde est antisémite. Il suffit de dénoncer ça pour être antisémite. Mais la réalité, c'est que Israël est la plateforme de base de la grande numérisation. Et quand vous constatez qui pilote quoi, notamment à l'intérieur du Forum économique mondial, à travers
le Digital Governance Consortium des monnaies numériques de banque centrale, vous avez un ancien très connu qui s'appelle Frankel, patron de la Banque d'Israël, qui a travaillé évidemment à Wall Street, chez Morgan Stanley, et vous retrouvez, on va dire, tout un tas de personnel qui est en lien direct avec Israël. Après, il suffit de parler, si vous ciblez l'intelligence artificielle, Sam Altman, Larry Ellison. Donc Sam Altman, c'est OpenAI, Larry Ellison, c'est Oracle. Vous avez toutes les grandes sociétés autour de l'intelligence artificielle, et évidemment, pour ne pas citer Palantir, Alex Karp, Peter Thiel, sont directement adossés au gouvernement israélien. Voilà. En fait, alors déjà, ils expérimentent les produits, les logiciels, notamment Gotham via Palantir, mais vous avez des transferts technologiques et des retours d'expérience de la part de Tsahal et de ces sociétés pour développer ces outils. Et Israël nous donne, alors en plus maintenant, depuis là, octobre, il y a eu une convocation de la part du régime israélien des grandes plateformes YouTube, X, Twitter, sur la capacité à modérer, donc en fait la censure, les contenus hostiles à Israël. Et c'est en place maintenant, on le voit assez fortement depuis octobre, même si ça a commencé avant avec le DSA à la fin 2023. Vous avez un pilotage et un cadrage qui se fait par Israël. Voilà. Alors Israël n'est pas on va dire le sommet de la pyramide, mais il est une base importante qui se situe très haut et qu'on peut coupler avec Wall Street, les services de renseignement, on a parlé de la NSA, on peut rajouter la CIA, qui n'ont rien à voir en fait avec les intérêts vitaux des États-Unis. C'est déjà des Mhm. entités qui sont autonomes. Voilà. Alors j'ai écrit un article pour ceux que ça intéresse dans la revue GP, le complexe militaro-industriel américain, et en fait le complexe n'est pas américain, mais en fait un complexe militaro-industriel israélien, ce qui explique les décisions de politique américains d'intervenir dans la guerre des 12 jours. Quand on voit qu'Israël est en difficulté, on met fin à la guerre parce que pour éviter que Israël soit dans une problématique vitale importante. Voilà. Et ça explique aussi certaines décisions aux États-Unis quand on tient un président par éventuellement des affaires de mœurs. Ça explique tout un tas de choses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les monnaies numériques de banque centrale, c'est évidemment le lien avec les banques centrales, mais ça fait le lien. Alors les gens, il faut lire le livre pour le comprendre, mais ça fait le lien aussi avec les intérêts israéliens. Parce qu'en fait, la grande numérisation, c'est aussi, on va dire, d'un point de vue spirituel, ce qu'on appelle le tikkun olam, qui est développé par Pierre Hillard notamment, c'est-à-dire la grande réparation du monde, la grande réinitialisation du monde. Et c'est, alors ça c'est la fin du livre, mais j'encourage quand même les gens à le lire. Hein. Mais en fait, le but, c'est ce que disent Yuval Noah Harari, Mhm. intellectuel israélien. C'est le but, c'est de réifier l'homme, c'est-à-dire de changer l'homme de nature, ou ce qu'a dit aussi Jacques Attali en son temps, faire devenir l'homme un objet. C'est-à-dire c'est la réification de l'humanité. Donc pour réifier l'homme, il faut aussi la servir avant pour pouvoir le transformer. Voilà. Et ça, je pense que c'est important d'en parler parce qu'évidemment c'est débattu nulle part. Mais ça, c'est un projet qui vise à nous contrôler et aussi à nous refaçonner, que ça soit en termes de spiritualité, biologie, voilà, de mode de pensée, de culture, etc. Et c'est un des thèmes essentiels du livre, puisque évidemment le livre est technique, parle des monnaies numériques de banque centrale, mais à la fin il y a aussi un basculement sur le volet civilisationnel et spirituel, sachant qu'en fait les monnaies numériques de banque centrale sont le cadenas de la grande cage numérique. Voilà. Et c'est tout le principe aussi du transhumanisme. On va terminer, Marc Gabriel, et j'aimerais qu'on termine avec une note positive, parce que c'est aussi comme ça que se termine votre livre. Vous revenez sur notamment l'échec de la mise en place du pass sanitaire. Donc, quelque part, vous avez espoir que les êtres humains reprennent leur pouvoir, leur plein pouvoir, et soient résilients dans cette histoire de monnaie numérique. Exactement. En fait, on est dans une période qui est totalement alchimique. On pense que tout est perdu et qu'ils sont trop forts, ils ont les moyens financiers, l'hyperclasse a des moyens financiers considérables. Mais en réalité, on l'a vu à l'occasion de la crise sanitaire, une toute petite minorité de personnes, qui était pas si petite que ça, hein, parce qu'il y avait les gens cachés, les gens qui prenaient la parole, a réussi à mettre en échec un outil qui devait être imposé de manière perpétuelle.
Alors évidemment, c'est quand on dit ça maintenant aux gens des médias, ils vous disent non, ça c'était complotiste. Mais en réalité, le pass sanitaire, il est devenu caduque parce que il y a eu une non-capacité des gouvernements, notamment en France, à ne pas l'imposer, parce qu'il y avait notamment les manifestations anti-pass, qui étaient d'ailleurs où il y avait une part importante de gens âgés, voilà, et qui ont mis en péril le narratif sanitaire et surtout les services de renseignement qui devaient faire des remontées pour permettre la réélection d'Emmanuel Macron. On dit attention, si vous mettez le pass sanitaire, enfin vaccinal obligatoire, là il y a des risques de soulèvement. Voilà. Ça, évidemment, personne n'en parle. Mais donc, en tout cas en France, il y a eu une capacité à ce qu'on n'ait pas l'obligation, à part pour les professionnels de santé, ce qui est déjà terrible, de se faire injecter un produit expérimental. Et en réalité, c'est ce que j'explique à la fin du livre, on est loin d'avoir perdu. C'est-à-dire, évidemment, quand on évoque certaines questions, alors il y a des gens qui aimeraient faire l'autruche et mettre leur tête dans le sable, mais en réalité, on a toutes les armes en notre possession, surtout nous en France. Voilà, je vais faire un peu de chauvinisme et de patriotisme, mais en fait en France, on a toutes les armes encore maintenant, même après 10 ans de liquidation macronienne, pour s'en sortir et pourquoi pas même lancer un mouvement de révolte mondiale, de libération sur ce grand programme politique qu'est la grande réinitialisation et le nouvel ordre mondial, puisque ils essaient, notamment pour le cas de la France, de la détruire, mais pour l'instant, il y a encore des éléments de résistance. Pour combien de temps, je ne sais pas, j'espère le plus longtemps possible, mais par exemple, la France n'est pas totalement liquidée. Elle est liquidée à l'international, personne ne la respecte, puisque maintenant on est devenu, avec Emmanuel Macron, on ne peut La pas être raison du monde. respecté, et avec notre classe politique actuelle, mais les fondamentaux de la France ne sont pas remis en cause, même après cette grande période de liquidation. Et en plus, la France, dans son histoire, a toujours connu des périodes où elle descend très bas pour remonter après. Donc c'est un peu ce que j'explique. Rien n'est définitif. Et justement, il faut garder espoir. Alors déjà parce que c'est pas bien. Ils veulent qu'on ait peur. Même si Klaus Schwab dit il ne faut pas avoir peur, c'est bien l'inverse qui il souhaite que les populations aient peur du changement climatique, du grand ours russe qui va tous nous tuer parce qu'il est méchant et qui veut asservir l'Europe, d'autres problématiques. Et ça, il faut garder en tête que la peur est mauvaise conseillère et que ce qui compte, c'est d'avoir foi en l'espérance et de se dire il y a une puissance. Alors pour les croyants, évidemment, c'est Dieu. Il y a des forces qui sont bien plus fortes et bien plus puissantes que les gens qui veulent nous imposer un système politique et qu'ils ne sont pas des homo deus, ils sont homo, mais ils sont pas deus. Voilà. Et je pense que ça, c'est un peu la conclusion du livre, et qu'il est fondamental de le comprendre. Ce ne sont les gens qui nous gouvernent ne sont pas surhumains, ne sont pas n'ont pas des capacités extraordinaires. C'est souvent à cause de notre propre soumission et de nos propres lâchetés que nous en sommes là actuellement. Voilà. Donc le livre, c'est un appel au réveil, à la révolte, ça y a aucun problème là-dessus. Et je pense que plus on en parle, comme on est dans un système alchimique, moi au départ je pensais que quand on faisait des émissions, oui ben en fait au final ça servait à rien. Pendant la période du Covid, la pandémie, j'ai vu tout le monde marcher comme des moutons avec les attestations qu'il fallait s'auto-signer. Je me suis dit on est perdu, on va tous aller à l'abattoir. Mais en réalité, le système il est tellement faible, il est puissant et faible à la fois. Et comme on est dans un système alchimique qui ne fonctionne que grâce aux mots, c'est-à-dire pas à la réalité tangible, le système peut s'effondrer en mettant en place un contre-récit, notamment via les médias alternatifs. Et tant qu'ils ne nous auront pas censurés, nous aurons un espoir de renverser la table. Voilà. Comme au Monopoly, quand vous voyez que vous n'avez plus de propriété et qu'à chaque fois vous payez, peu importe la case où vous tombez, c'est le moment de renverser la table et de recommencer une partie. Et je pense que ça va pas tarder. Eh bien, c'est tout ce qu'on espère, Marc Gabriel. Je rappelle le titre de votre livre, CBDC, une monnaie pour asservir l'humanité, chez K Édition. Merci. Ça se lit vite, et puis ça se lit, voilà, on peut revenir dessus parce que finalement, c'est un outil à avoir chez soi. Merci beaucoup d'avoir été invité, Marc Gabriel. Et merci à tous les spectateurs de nous avoir suivis jusqu'à la fin.
À très bientôt. Au revoir. Au revoir.